les Noirs que je connais étaient dans l'autre équipe, avec Denis Coderre. Puis ils m'ont questionné. Ils m'ont dit, Guidoin, mais pourquoi tu te lances avec Projet Montréal? C'est nous autres, la diversité. Ils vont jamais rien faire. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est un parti, c'est vivant. Un parti, c'est des membres. C'est pas quelque chose de statique. Ça bouge. Et de prendre pour acquis que les affirmations, moi, je n'y croyais pas. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Another one. Le complexe. Let's go. On a un invité spécial aujourd'hui. Yes, sir. Notre deuxième politicien qui est venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour commencer. Mais attention. Politicien. Non, mais c'est-à-dire que bénévole élu dans un parti, mais jamais élu par la population, élu par des membres, mais jamais par la population. Donc, tu sais. Tu faisais partie du système politique. Qui navigue dans ce oui, monde-là. Alors, dans le système oui. politique. Ça, je suis d'accord. Ouais, un mari, un père, fait partie de beaucoup d'associations, engagé. On est très engagé. Oui. On gagne un prix, le Black Changemaker en 2022 par CBC. Donc, du travail reconnu aussi. Oui. On a Guédouic Bernier avec nous. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Santé. Bon épisode. On achève l'année 2024. On a de la super bouffe avec nous, comme d'habitude. Très bon. Service traiteur, la signature 1804. Allez les regarder sur les réseaux sociaux, commander de la bouffe. Aujourd'hui, on a mangé du mac and cheese avec du oxtail. On a un biscuit, on a des desserts, un gâteau. Un biscuit à la Popeyes. Ouais, comme les bons Américains. Mais ça, c'est très bon, là, le truc une banane. On avait une boule de banane, plantain, avec de la viande hachée dedans. Wow. Yeah. On a de la salade, on a des bons desserts, on a des jus slush de Freeze. Elle nous fait découvrir ça. Donc ça, c'est une autre compagnie de la communauté qui font des jus. Il s'appelle Freeze. OK. Donc, on a des jus. On a un jus à la goyave, on a un jus ici à la mangue, puis ici, c'est... comment qu'on appelle ça encore? Coco? Non, pas coco. Comment qu'ils appellent ça, les Haïtiens? Là, Acassan? Non, c'est pas de la casse corosol. Corosol. Ah, je suis un gros fan corosol. Ouais, donc ça, c'est les classiques antillais. Hein? Yeah. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et la signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Une personne quand même assez importante parce qu'elle travaille dans la communauté, donc on s'assure d'avoir de la bonne bouffe. Donc j'espère que tu as bien mangé. Très bien. Allez regarder la signature 1804. Ben je ferai ça avec grand plaisir. Tu cuisines-tu un peu, toi? J'adore cuisiner ça. C'est quelque chose que via mes parents, que j'ai appris. Mais maintenant, avec Internet, les vidéos, c'est tellement facile. Souvent, j'ai une phase très indienne. Et donc, poulet korma, riz, au safran. J'adore le riz au safran. Et à un certain moment, je faisais beaucoup de desserts. Mais les desserts amènent une substance pondérale. Faut les manger, ces desserts-là. Ah, non, mais faire des meringues, souvent, quand tu commences avec les desserts, souvent, t'as des œufs. Donc là, ça commence souvent, t'as des jaunes d'œufs, des blancs, puis il t'en reste soit souvent 2-3 jaunes d'œufs de trop, ou des blancs d'œufs. Donc, tu fais des meringues avec les blancs qui te restent, tu fais des crèmes brûlées avec les jaunes,
Après, t'essayes de... Puis là, tu fais des... Moi, j'aime faire des cannelés. Donc, tu sais, ça prend beaucoup. Et donc, après, en tout cas, j'adore. Les cannelés, moi, mes amis te disent, les cannelés à Guido, ils sont très bons. Alors, quand j'ai des soirées, et on me dit, t'amènes-tu des cannelés ou des meringues? Alors, je leur dis cannelés ou meringues. Prochaine fois, tu nous en amènes. Est-ce que c'est ta spécialité? Ben, ça, oui, quand les amis te disent, on fait un party, puis on te dit, est-ce que t'amènes tes cannelés ou tes meringues? À un moment donné, je faisais aussi, j'aimais ça faire des acras de morue. Oh my God, tu sais, vraiment, là, tu sais, Mais, bon mangeur. Bon mangeur, mais il faut être plusieurs parce que sinon, si je mange ça chez moi... Donc, on a quelqu'un ici qui t'es né à Montréal? Oui, né à Montréal. Né, tu sais, quand on dit Montréalais, donc né à Montréal, au Children, baptisé à une église coin Berry, Sainte-Catherine. Okay. Mes parents habitaient sur Saint-Denis, au-dessus d'un bar à chansons. Donc, après, on a déménagé à quelques endroits pour atterrir dans Villeray. Mais born and raised, était à la même école de 5 ans à 17 ans, collège français. Et en tout cas, c'était... c'est... Là, une belle époque? Chaque époque est fantastique, mais j'envie les jeunes de nos communautés maintenant parce qu'il y a tellement d'activités ou d'ouverture beaucoup plus. C'est pas que je sentais qu'il y avait une fermeture, mais les possibilités maintenant pour un jeune là de pouvoir faire ce qu'il veut. Regarde, là. Regardez-vous, là. Tu sais, tu vas me dire, oui, mais c'est les médias, mais l'accès à l'information, l'accès à un micro, l'accès aux médias. Tu sais, années 80, là, oublie ça, là. Puis, mais moi, il y avait juste Normand Brathwaite, là, qui existait, là, chez Denise, là. Tu comprends, là, donc? Ouais, c'était pas la même game du tout. Ben, c'est quoi qui t'a lancé, justement? Toi, t'es quelqu'un qui a été en télécommunication, en marketing. C'est quoi qui t'a lancé là-dedans? C'est quoi que... Mais moi, c'est drôle. Moi, j'ai toujours été impliqué à l'école. OK. Tu sais, dans des activités, au secondaire, le bal des finissants, tu sais, l'album des finissants, ramasser de l'argent, faire les bagues. Donc, j'ai toujours été impliqué au cégep, à l'université, le club marketing, l'ISEC, et j'étais entouré de gens impliqués. Et après, et moi, ma carrière, je la dois à un concours. J'étais à l'université, puis il y avait, et ça, c'est l'association, le club marketing de l'UQAM, l'ESG UQAM, qui faisait un concours marketing pour trouver un stage, pour donner un stage. Il y avait 5 stages à donner. Et à l'université, un stage, si tu as un stage, tout dépendant où se trouve ton stage, ça va déterminer souvent la suite de ta carrière. Et là, moi, j'ai un père qui a fait différents métiers, dont chauffeur de taxi. Et par chance, j'avais une mère qui a travaillé pendant 40 ans à la Banque de Montréal. Donc, j'étais dans un environnement stable de par l'emploi de ma mère qui faisait en sorte que chaque fois que je rentrais, j'avais ma mère. J'étais dans un environnement stable. Ce qui m'a permis à moi d'avoir des parents qui m'ont aidé qui m'ont poussé à faire des activités, que ce soit les cadets. J'étais dans ce qu'on appelle les jeunes entreprises. Donc, en secondaire, j'ai fait les jeunes entreprises. Après, je me suis occupé d'un centre de jeunes entreprises. Tout ça pour revenir comment j'ai commencé ma carrière en marketing. Il y avait un concours qui s'appelle le concours Réflexe. Et ça durait une journée. Et on allait sur un stage. On sélectionnait des étudiants qui allaient passer un concours. Donc, sur une centaine, on était une vingtaine sélectionnés de mémoire. Et par la suite, on va sur un stage et il y a des directeurs ou VP marketing qui sur un stage devant l'Agora, de filmer sur les caméras et c'est projeté sur les réseaux de télé de l'université. Et on te pose des questions bien précises de marketing et tu as 30 secondes pour réfléchir à la question, 1 minute pour répondre. Et j'ai eu la chance de remporter l'un de ces stages-là chez Provigo.
où j'ai été analyste marketing chez Provigo et pendant un été, et ça s'est transformé en emploi pendant mes études. Et de cet emploi-là, Vidéotron cherchait un analyste marketing pour la start-up Internet en 94, 15, en tout cas. Début des années 90, ça fait Et ça. donc là, tu sais, et là, moi, Internet, tu sais, j'avais ça, un dial-up, tu sais, vous connaissez pas ça, mais fallait plugger le téléphone Non, on avec connaît un ça, modem. on connaît Et ça. ça faisait... On n'a pas 19 ans. En tout cas, On l'a c'était... connu. Et là, je peux vous dire, et pour me préparer à l'entrevue, j'ai acheté Internet pour les nuls, là. Et tu sais, ces livres-là, là, donc, et là, j'ai appris Internet, puis j'ai fait mon entrevue. Puis, tu connais ça, Internet? Oui, de ce que j'avais lu. Tu sais, je l'utilisais, mais bon, tu sais, c'était rien de à l'université, tout ça. Et ma carrière a débuté comme ça en marketing de Provigo à Vidéotron. Et donc, analyste marketing. Après, j'avais un VP qui me disait, mais toi, si tu ne fais pas des ventes, t'es pas sur la ligne de feu. Donc, j'ai transféré aux ventes, représentant. Et j'ai quitté Vidéotron et j'étais directeur des ventes et je m'occupais de représentants tant du secteur public que du secteur privé au niveau de la vente des produits et services Vidéotron. Donc, et après, je suis resté en télécom, Microcell, Bell. Après, j'ai été chez une compagnie qui s'appelle SC360 où j'ai monté une équipe de vente porte-à-porte pour Vidéotron, mais on s'occupait des ventes corporatives aussi, corpo. Et là, je suis chez une compagnie qui s'appelle C3F Télécom. On est dans l'ingénierie et la construction de fibres optiques. Okay. Et je suis là-dedans. OK. Bon. Fait que ça, c'est le côté télémarketing. On va sauter dans le côté politique. Politique. Là, maintenant, je pense que ça fait ça une bonne partie de... T'as fait ça assez longtemps, les télécommunications, Ben, je suis encore là-dedans. Moi, je suis directeur vente et marketing chez C3F, où on fait de l'ingénierie, de la construction de réseaux pour des telcos, des Rogers, Bell, tout ça. Dans le Grand Nord, Nunavik, où on a installé des réseaux pour les communautés autochtones. Et là, on fait d'énormes projets en Ontario et on espère dans les maritimes pour installer plusieurs centaines de kilomètres de fibres optiques dans ces endroits. J'ai repris ce que tu as dit dans une interview au CBC. Tu as dit j'ai été attiré par la vision de Projet Montréal d'une ville plus verte, moins axée sur le déplacement en voiture. Oui. Ma question pour toi, combien de voitures que tu as à la maison? Alors, je suis le plus mauvais représentant de Projet Montréal. Alors, je ne possède aucune voiture. Toutefois, dans mon foyer, nous avons 2 voitures. OK. C'est raisonnable. Est-ce que j'ai besoin d'avoir... Normalement, je travaille à l'extérieur de Montréal, à Laval. Est-ce qu'on a besoin de 2 véhicules? Pour toutes sortes de raisons, c'est ce qui est arrivé. Mais est-ce qu'on peut vivre... Est-ce qu'on peut se déplacer sans? C'est beaucoup plus compliqué. Mais malgré tout ça, j'assume l'ensemble des orientations liées à la mobilité parce qu'il le faut. Et c'est à moi à m'adapter. Et c'est à moi à choisir est-ce que, après, à part pour le travail et les déplacements en chantier, c'est à moi après à choisir est-ce que je peux me déplacer à transport commun, marché, vélo, Bixi, Communauto, etc. Donc, c'est moi aussi. Ouais. Ça t'a pris quand même un certain temps avant de pouvoir avoir la confiance du parti dans tes débuts. On sait que quand même, dans cette sphère-là de la politique, c'est quand même toujours complexe. Ça joue beaucoup des coudes et tout, etc. Est-ce que ce manque de confiance-là était purement par le manque d'expérience? Mais ce que j'ai appris, c'est l'élément le plus important. Plus tu veux monter en influence, c'est la confiance que les gens, jusqu'à quel point les gens peuvent te faire confiance. Et ça se bâtit avec le temps. Donc, si tu rentres dans un parti puis tu vas avoir la confiance des chefs puis des personnes influentes,
Et les gens ont besoin de savoir, mais t'es qui, toi, Guido Bernier? Pourquoi t'es ici? Pourquoi tu veux t'impliquer? Et souvent, tu sais, il faut que tu fasses tes preuves. Tu sais, tu dois gagner tes épaulettes d'une certaine façon. Et donc, je pense que j'ai pris le temps, tu sais, quand on apprend ça, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai assisté à mon premier congrès en mars 2018, j'ai voulu me présenter au comité de direction et j'ai pas été élu. Et donc, effectivement, tu sais, tu peux prendre ça, mais j'ai été accueilli par l'association locale à bras ouverts pour dire, mais viens t'impliquer et dans notre arrondissement, dans l'arrondissement où je vis, dans Rosemont. Mais c'est pas... Et je pense que c'est pas lié à Projet Montréal, mais c'est la politique, ou c'est pas juste en politique, c'est que les gens, s'ils veulent te faire confiance et tu veux être influent et tu veux pousser, ils veulent savoir à qui t'as affaire. Et moi, à Projet Montréal, je connaissais personne, sauf une, Marie Sterlin, avec qui on a eu nos couples, en couple, moi avec ma femme, elle et son mari, fait des cours prénataux ensemble. Et ça, donc, ça remontait. Rien à voir avec le... Rien à voir, là. Et donc, c'est la seule personne que je connaissais. Et c'est lors... Et le déclic s'est fait, c'est en novembre 2017, quand Projet Montréal a gagné à la surprise générale, il faut le dire, ces élections, tout le monde a dit, eh bien, quand ils ont vu la photo du comité exécutif, où il n'y avait pas de diversité, tout le monde a dit, mais c'est quoi ça, Projet Montréal X? Et moi, j'avais voté pour eux, je votais pour eux, et c'est là que je me suis dit, mais je vais aller voir c'est quoi cette bibite-là. La politique m'intéressait, je savais pas à quel niveau. J'avais été rencontrer John Parizella, qui est chez les libéraux, pour lui dire, j'avais lu son livre, qui m'avait inspiré de par son implication. Et je me suis dit, mais je vais aller le voir lui pour lui demander, tu sais, pour m'aider dans mes réflexions. Et ça s'est tourné suite à ces réflexions-là. Tu sais, je me suis dit, mais Projet Montréal, c'est mes valeurs. Et c'est à Montréal, j'ai pas besoin de me déplacer à Québec ou à Ottawa pour avoir l'influence que je voulais avoir. Là, on parle on est autour de 2018-2019. Donc, mais j'ai commencé, ben, c'est-à-dire que le déclic de vouloir m'impliquer en politique au niveau municipal s'est fait à ce moment-là. Et il y a eu une conférence de presse faite par les candidats de la diversité des faits de différents partis, mais entre autres de Projet Montréal, qui, eux, critiquaient le parti et disaient « J'étais un candidat poteau. On m'a utilisé. On m'a utilisé pour des votes. On m'a utilisé pour faire de la pub, du marketing, des communications. » Donc, très, très, très critique. Et donc, et j'étais là et Marie Sterlin était là. Et c'était une militante de projet. Et c'est avec elle il y a eu réflexion. Et puis, elle m'a dit... à Projet, il va y avoir un comité ethnoculturel. Et c'est comme ça, je suis rentré au parti. Ils ont fait une annonce, venez nous rencontrer, on forme un comité. C'est comme ça que j'ai commencé. Ton premier poste, c'était en tant que trésorier? Au comité de direction, c'était trésorier. Trésorier. Mais pendant un an? Oui, mais il faut comprendre, c'est-à-dire que je voulais avoir de l'influence. Et la façon et la voie que j'ai vue, c'était de rentrer comme au comité de direction. Et c'est là, donc tranquillement, pas vite. Exactement. Il y a eu une entrée et via le poste de trésorier, oui. Donc, un an après, tu deviens président. J'ai commencé, il y a eu une ouverture président par intérim, mais après, il y a eu une élection et les membres ont voté pour moi. Oui, effectivement. Donc, 2020, tu deviens président. Oui. OK. Quel était le rôle du président? Moi, ce que je dis souvent, et je le dis à tout le monde, non, mais le rôle du président, c'est de s'assurer que l'ensemble des instances du parti
fonctionnent comme il faut. Quand je dis les instances, le comité de direction, on a des associations locales d'arrondissement des koalas avec le RALA, etc. On a maintenant une commission des jeunes, mais on a différents comités, comité des femmes. Et donc, tu sais, que l'ensemble des commissions se passe bien, être un pont avec la permanence et d'engager la direction générale et de faire le suivi et de faire l'évaluation de la direction générale et de faire le pont aussi entre le comité de direction et la chef pour s'assurer que tout est bien aligné et bien sûr avec les élus. Donc ça, en gros, c'est un peu ça. Mais t'es toujours à la table. Donc, je suis toujours au comité de direction. OK. Je suis toujours à la table. Là, quand tu dis à la table, maintenant, aujourd'hui? Non, à ce moment-là. À ce moment-là, oui, exact. oui. OK. Mais souvent, moi, ce que je dis, c'est, comme président, je gère des attentes et je gère des égos. Alors, ça, tu sais, et donc ça, en gros, ça résume les interactions qu'on a avec des gens, parce que souvent, on a des attentes et on peut être déçu ou pas. Et on a un ego et tout le monde... Mais de quelle manière t'arrivais à gérer lorsque t'étais à la table et disons après... Mais des fois, c'est pas nécessairement à la table, c'est beaucoup de one-on-one, de prévenir, de voir venir les choses, d'être sur le terrain. J'ai été beaucoup sur le terrain comme d'autres collègues. Mais dans l'optique que lorsque que vous êtes à la table, on décide on va faire ça pendant l'année. Oui. Si l'objectif n'a pas été atteint, c'est là que toi, dans le fond, tu interviens. Mais sauf que tu n'attends pas que l'objectif ne soit pas atteint pour arriver là. Et donc, je vais donner un exemple. Comme parti, on s'était donné un défi d'avoir une plus grande diversité. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça sans piler sur les pieds de personnes? Comment tu fais ça en acceptant tout le monde, en disant que la diversité, c'est pas juste une question de couleur de peau, elle est large, la diversité. Mais comment tu fais ça concrètement en disant à des élus du parti qui veulent grandir? Comment tu fais ça en disant à des personnes de l'extérieur qui veulent rentrer dans les rangs? Comment tu t'assures que ces personnes-là ont à cœur les valeurs du parti, ce n'est pas juste des opportunistes ou des carriéristes. Donc, mais tout ça, mais ça se fait pas tout seul. La chef, Valérie Plante, est importante pour me donner les coups des franches. Donc, si tu avances dans une direction, puis la chef te rabroue et te dit non, Guidoué, mais ça a été carte blanche, tu sais. Et après, en comité de direction, mais c'est très ouvert, on se parle puis on se met d'accord. Mais après, c'est de bien faire les choses. Et alors, je vais prendre si je prends cet exemple-là, il y a eu un rapport de l'OCPM. L'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, où Balarama Holness a fait ouvrir justement j'oublie le terme, mais en tout cas, il a fait faire signer des pétitions au-delà de 15 000 signatures. Je sais que le chiffre est plus élevé que ça, mais au-delà de 15 000 signatures pour qu'il y ait une commission pour parler des enjeux de racisme systémique, etc. Et il y a eu une recommandation. Et une de ces recommandations-là, il y en avait 38, mais la 36e demandait aux partis politiques de faire ce qu'ils ont fait pour la parité, de le faire pour la diversité, pour s'assurer d'avoir une diversité d'élus, pas juste de candidats, mais d'élus au conseil de ville. Et donc, basé là-dessus, au conseil de direction, mais on s'est assis, on a dit, mais on fait quoi avec ça? Et on s'est entendu pour avoir une résolution pour atteindre un objectif d'avoir une diversité d'élus, pas juste de candidats, d'élus, pour les prochaines élections. Et donc, autour de la table, on s'est mis. Et après, en 2021, on a eu les résultats fantastiques que nous avons eus. Ouais. Puis grâce à Katawa, on a eu, d'ailleurs, qu'on
qu'on a joué avec son frère au basket. Ouais. T'as eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a 6. Dominique Olivier. Dominique Olivier. Martine. Alors, 2 Congolaises, 4 Africaines. Il y a aussi la première femme arabe avec Alia Koursol, qui elle est donc la première femme, elle est égyptienne française, et c'est la première qui siège au conseil de ville. Donc, on a eu la première femme avec un handicap chez nous à Projet Montréal avec Laurence Parent. Tu sais, on a eu beaucoup de premières comme ça. Oui, Gracia Kasoki Katawa, notre première mairesse afro-descendante du plus grand arrondissement de Côte-des-Neiges. Si Côte-des-Neiges était une ville en soi-même, ça serait la 6e ou 7e ville au Québec, juste pour vous dire. Et donc Martine, Daphné Collin, Erika Alnéus, et donc j'ai dit tout le monde là, je pense, j'espère. Et donc tous ces gens-là ont vous savez, on s'est rencontrés récemment et la beauté qu'il y a, c'est que c'est très fort, elles sont très soudées, mais aussi, c'est il y a personne ne peut être pointé du doigt pour dire celle qui représente les Noirs. Ouais, je comprends. Et la beauté du nombre est fantastique. Ouais. Et j'espère qu'aux prochaines élections, c'est pas, j'espère avoir d'autres candidats parce que quand on est, et quand j'aime mieux parler de personnes sous-représentées. Et moi, je vais vous dire, et quand il y a plusieurs personnes sous-représentées qui se retrouvent, ça met moins de pression parce que aucune personne veut être regardée de manière, unidimensionnelle. Et donc, t'es la personne X qui représente tel groupe, tu es toute seule, donc tu dois défendre constamment et parler juste de ou de ce sujet-là. Et j'espère qu'il y aura pas juste des candidats, d'autres élus de groupes sous-représentés, parce que ça améliore le discours, ça améliore pas juste le discours, mais la compréhension de certains enjeux qui parfois peuvent nous échapper. Et je vous dirais, les personnes avec un handicap, s'il y a des enjeux qu'on peut sous-estimer, c'est ceux qui vivent avec des handicaps qui sont parfois visibles et souvent invisibles. Et quand ces gens-là nous amènent leurs enjeux, ben, je peux te dire, souvent on peut se dire, hey, être noir, c'est pas facile. Mais être en fauteuil roulant, je pense que c'est encore plus difficile. Tu sais, par rapport à vivre normalement et profiter de la vie tout à fait normalement. Je vais vous donner un exemple. On est au travail. Il y a un 5 à 7, on veut fêter quelqu'un. Est-ce qu'on se pose la question, puis on dit, il y a des terrasses, on va aller sur une terrasse. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je peux ou ne peux pas y aller? On se pose pas cette question-là. Mais si tu es en fauteuil roulant, tu es obligé de te la poser, cette question-là. Et ce qui arrive, ces gens-là, par la suite, tu sais qu'il y a pas beaucoup de place, et tu vas comme empêcher le groupe d'aller à un endroit qu'ils aimeraient, mais c'est inaccessible. Ça peut te prendre un certain temps pour trouver le lieu. Puis à la fin, tu vas te dire, allez-y sans moi. Parce que tu sens que tu vas être un fardeau pour eux. Donc, tu t'exclus parce que les lieux ne te sont pas accessibles. C'est comme si on se disait, c'était marqué « white only ». C'est la même chose. Mais on n'est plus dans cette époque pour nous. Mais je pense que c'est important de dire qu'on a toujours voulu avoir la diversité. Et une fois qu'on est en place, mais c'est pas juste de regarder juste pour nous. C'est d'amener des différentes idées. Exact. Vues d'un œil différent. Avec des idéologies différentes aussi. Fait que, peu importe, la personne de l'autre côté de la table, elle peut regarder la chaise, mais moi, j'ai un différent vécu avec ces chaises-là, fait que je peux amener des différentes idées. Tantôt, tu as parlé de Balarama. Balarama qui était, si je peux dire, un ex-candidat de Projet Montréal dans le comté à la mairie de Montréal-Nord. Montréal-Nord. Il a dit, je vais citer ce qu'il a dit, en fait,
en parlant de Projet Montréal, Oui, oui. ils utilisent des candidats de couleur à leur avantage Oui, et ils nous délaissent quand ça ne leur convient pas. oui. Les Blancs referment la porte derrière eux quand il s'agit de distribuer des positions de pouvoir. Oui. Ça s'est passé en 2017. Oui. Peu de temps après, c'est là que toi, t'as rejoint le parti de Projet Montréal. Oui. Lorsque... Moi, je l'ai entendu dire ça à la conférence de presse Exact. qui avait lieu sur Saint-Laurent. Fait que J'y lorsque étais. tu vois ça, qui dit ça, bon, c'est sûr, ça a quand même fait, ça a fait parler. Toi, tu t'en venais à Projet Montréal. Ben Est-ce non, que mais j'étais pas à Projet Montréal quand il a dit ça. Non, tu t'en venais. C'est après les avoir entendus. Mhm. Parce que moi, je votais pour eux. Je me suis dit, mais je vais aller voir qui parle de diversité. Mais ça n'a rien changé pourtant dans ta tête lorsque il y a eu cette tenue de discours-là. Est-ce que tu as eu une discussion avec lui par rapport à ça? Ben, je lui ai parlé, j'ai parlé à d'autres candidats, là, tout ça. Et je te dirais que ce qu'il a dit, on pourrait le dire avec les autres paliers gouvernementaux, avec d'autres partis gouvernementaux. Aux dernières élections fédérales, au Québec, si on prend je vais reprendre son exemple des candidats noirs. Je pense qu'il y en avait une trentaine. Je disais cinquantaine, mais là, j'ai pris le temps. Avant, j'ai cinquantaine, mais il y en avait une trentaine, 30-35. Sur cette trentaine-là, il y en avait 2 qui se représentaient. Et de ceux qui ont gagné, ce sont les 2 qui se sont représentés. Emmanuel Dubourg et Bourassa Sauvé et Craig Fergus à Hall-Elmer. Les 28 autres candidats pourraient dire la même chose que Balarama a dit. Et donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, je croyais en Projet Montréal. Et je vais vous dire, quand j'ai commencé à contacter, à m'impliquer en projet, les Noirs que je connais étaient dans l'autre équipe, avec Denis Coderre. Puis ils m'ont questionné, ils m'ont dit, Guidouin, mais pourquoi tu te lances avec Projet Montréal? C'est nous autres la diversité. Ils vont jamais rien faire. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est un parti, c'est vivant. Un parti, c'est des membres. C'est pas quelque chose de statique. Ça bouge. Et de prendre pour acquis que les affirmations, moi, je n'y croyais pas. Et c'est pour ça, tu sais, est-ce que des fois, c'est on veut facile? savoir, est-ce que c'était, ce qu'il a dit, est-ce que c'était fondé, c'était pas fondé, est-ce qu'il avait tort? Est-ce que c'est juste son vécu, puis ça engage rien aux autres qui viennent par après? Les candidats de la diversité n'ont aucun à gagner. Donc, tu sais, il faut être honnête. Mais c'est de mal comprendre, je pense que c'est de mal comprendre la politique. Et moi, quand j'ai commencé mon implication, quelque chose qui m'importait, je ne voulais pas qu'un candidat se sente comme un cheveu sur une soupe. Tu sais, quand tu sens que t'es un cheveu sur une soupe, tu sais, t'es à l'aise, t'es pas à l'aise. Dans les partis, quand c'est tu sais, on s'en vient là, dans les périodes électorales. Ouais. Quand c'est le temps des candidatures, dites-vous une chose. Les endroits où le parti a déjà gagné sont les places qui sont prisées le plus. Et donc, si tu te présentes, si l'élection est le 2 novembre, et tu te présentes à minuit moins 1 ou 2 mois avant, c'est pas évident. Si le parti n'a pas réservé de place, si le parti n'a pas mis des politiques en place. Je crois que le parti, à ce moment-là, était beaucoup axé, et ils l'ont réussi, envers la parité. Et donc, depuis 2013, c'est un pari réussi, depuis 2013, et un apogée en 2017 avec la première femme mairesse de Montréal. Mais je crois que, est-ce que ça a été un wake-up call pour Projet? Oui. Est-ce que ça doit être un wake-up call pour l'ensemble des partis? Je le crois. Et est-ce qu'il y a un avant, un après
cette sortie-là, je pense que oui, parce que de là est sorti l'OCPM, de là est sorti des recommandations, de là est sorti des politiques dans les partis, de là, en 2021, la diversité était un sujet électoral. Mais moi, j'aime mieux parler, surtout quand on parle de diversité de parcours. Parce que moi, né à Montréal, privilégié tout ça, j'ai pas le même parcours qu'un Haïtien qui franchit le chemin Roxane. On a beau être Haïtien, on a beau avoir la même couleur de peau, on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu. Donc, et c'est pour ça, moi, je parle de diversité de parcours des individus. Et donc, et c'est ça qu'il faut avoir autour de la table, c'est une diversité de parcours pour avoir des choses différentes. Là, en date d'aujourd'hui, Oui. tu n'es plus président. Je suis président sortant, je me suis retiré dimanche Dernier. Oui. Puis ils ont déjà annoncé la personne qui va Mais prendre. non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un congrès et les membres ont voté un nouveau conseil de direction. Ils ont voté pour Marie-Ève Veilleux, qui était pendant vice-présidente. qui était vice-présidente. Et c'était entre nous, Mais t'as décidé de ton plein gré. T'avais fait ton temps. J'avais fait mon temps et c'était décidé avec Marie-Ève. Et dans la mesure où il faut incarner le changement, il faut incarner les idées. Moi, je crois qu'en 2021, j'avais incarné certaines idées liées, par exemple, à la diversité. Et je crois, et il faut toujours faire attention, comme avec la parité, ces éléments-là. Mais on veut incarner d'autres choses. Et donc, Marie-Ève Veilleux incarne autre chose aussi. Et elle va amener son talent, son expérience, son dynamisme. Je connais pas une autre membre impliquée au sein de Projet Montréal comme elle, où, malgré qu'elle se déplace en fauteuil roulant, mais va se rendre à Rivière-des-Prairies, à la Chine, partout à Montréal, dans des activités du parti, rencontrer les membres, les associations, tout ça. En tout cas, et je suis très content. La raison pour laquelle que t'es sortant, est-ce que c'est parce que tu avais fait le tour, tu voulais, comme tu as dit, t'as parlé beaucoup de changement Oui. un peu, changement d'idée, ok. Est-ce que c'est parce que tu avais fait le tour puis tu voulais juste Mais je dois céder ta place à quelqu'un d'autre pour... Mais ça c'était prévu. Et Ok. aussi, on est un parti féministe. Et aussi, après 4 ans, il faut laisser place aussi. Oui. Mais je voulais rester au conseil de direction, mais Valérie Plante a décidé de ne pas se représenter. Et donc, donc, quand on est au comité de direction, il faut rester neutre. Et là, je désire m'impliquer lors de cette course à la chefferie. Je sais pas comment, en date d'aujourd'hui, mais je veux m'impliquer. J'aimerais ça être un élu plus tard en novembre, mais je veux m'impliquer et on verra comment ça se passera. Mais à tout le moins, il y a des enjeux importants qui touchent différents groupes et j'aimerais amener ces enjeux-là au sein du parti, au sein de la course, pour que ces gens-là puissent pas juste avoir leur mot à dire, mais influencer le parti et de par les idées, de par des sujets qui les intéressent pour que le ou la chef qui sera choisi en soit pleinement conscient et que comprenne que son élection comprend aussi adhérer à ces enjeux-là ou ces sujets. Ouais. Vu que maintenant tu es président sortant, Oui. En date d'aujourd'hui, es-tu capable de me nommer 2 choses que tu es fier d'avoir accompli durant tout ton mandat, 2 choses que tu es fier d'avoir accompli et 2 choses que tu aurais aimé faire autrement? 2 choses. Je pense que comment le parti s'est renouvelé en 2021, comment des élus
on grandit, c'est-à-dire on a des conseillers d'arrondissement qui sont devenus conseillers de ville et même mairesses. Et donc, comment le parti, ça a été très sain, comment des candidats de l'externe sont venus à nous et certains ont gagné. Et comment cette chimie s'est opérée. Et ça, pour moi, c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est cette chimie qui s'est opérée au sein du parti entre des candidats différents, des élus existants qui ont monté, des gens qui ont échangé de poste conseiller de ville à arrondissement à conseiller de ville. Et ça, je pense. L'autre chose où je suis très content, c'est comment, comme parti, nos membres sont impliqués. Et ça, là, c'est quelque chose que je suis très fier. Je regarde mon premier congrès en mars 2018 et je prends la photo du membership et je prends le congrès qu'on a eu il y a une semaine, je prends la photo du membership, ce n'est pas la même photo. Et ça, pour moi, c'est un succès également. Deux choses que tu aurais voulu faire autrement. Autrement. Sérieusement, tu sais, autrement, là, c'est... tu sais, c'est... Sérieux, j'arrive pas à trouver qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement. Ou peut-être que quelque chose que tu aurais aimé faire que tu n'as pas eu le temps de faire, que tu n'as pas eu le temps un projet qui n'a pas abouti encore. Ou... Moi, ce que je te dirais, c'est que autant on veut des gens avec des parcours différents comme élus, mais autant on veut des gens avec un parcours différent derrière les élus, dans le staff politique. Donc, il y a certains succès dans certains arrondissements et comme soutien aux élus à certains endroits. Mais j'aurais aimé en avoir plus de gens avec des parcours différents, des talents différents, derrière les élus en support. Et c'est souvent eux qui vont finaliser des dossiers, être en contact avec les fonctionnaires, être en contact avec des partenaires. Et ça, c'est des rôles qu'on sous-estime. Mais il faut c'est pas juste être devant, mais il faut être derrière. Et ce sont des rôles extrêmement importants, mais il y en a qui y sont et j'en suis très fier. On a même, dans Côte-des-Neiges NDG, je dois lever mon chapeau à la mairesse Gracia Katawa, qui, dans son équipe, a intégré actuellement deux candidats qui se battaient contre des candidats de projet, qui étaient des adversaires. Des opposants, hein? Des opposants qu'elle a intégrés dans son équipe de soutien aux élus. Et ça, ça te montre une ouverture. Deux candidats de la diversité avec un parcours divers. Un homme et une femme. Je pense à quelqu'un comme Clément Badra qui a un handicap, qui est dans son équipe. Donc, elle a su s'entourer d'une équipe avec une chef de cabinet fantastique, d'une équipe solide, diversifiée à l'image de Montréal. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir un peu plus ailleurs. Mais il faut donner le temps au temps, mais il faut aussi dire aux gens, ça existe ces postes-là, regardez-les et des fois, si vous avez besoin d'insight, mais communiquez avec des gens comme moi ou d'autres personnes qui sont là. Rapidement, avant de passer au prochain sujet, brièvement, selon toi, qui a les meilleures chances de remporter les prochaines élections pour Montréal en 2025? Ben là, Projet Montréal. Ben oui, franchement, là, next! Tu veux que je sois bref? Projet Montréal. Ton allégeance est encore là, tu veux continuer à travailler avec eux, Mais moi, je vais continuer à m'impliquer, je vais continuer à m'investir. Sur quel rôle, je ne sais pas. Chaque chose en son temps. Est-ce qu'on sait qui prendra la place de Valérie Plante? Il y
il y a beaucoup de bruit. C'est ça, t'as un insight, tu peux nous le dire. Non, mais comme vous avez lu dans les journaux, il y a des élus d'expérience qui ont 2-3 mandats sur la cravate. Comme qui? On veut des noms. Des Robert Baudry, Luc Rabouin, Laurence Lavigne-Lalonde. Il y en a qui ont un mandat sur la cravate, des Gracia Khashoggi-Katawa, des Erika Alneus, des Alia Coursol, et j'en oublie sûrement. Mais ça, c'est des noms qui ont été mentionnés. Et je vous dirais, et après, il y a des gens qui vont venir de l'extérieur aussi. Il y a du monde sûrement du provincial qui va venir. Provincial, mais après, tu sais, et je vous dirais, même moi, des fois, j'y pense. Mais je me dis, ça serait peut-être mieux d'être un élu. Ça serait plus sage de devenir élu et d'y penser après que d'être extrêmement audacieux et de plonger. En tout cas, à suivre. Ta stratégie et comment ça se fait. OK, Ouais. on va suivre le reste, puis Exact. on espère pouvoir te revoir pour pouvoir continuer à parler de ça. Oui. On reste encore un peu dans la politique, dans l'impact que tu peux avoir. Moi puis Caleb, on est des gens qui œuvrent dans le basketball, on a grandi là-dedans, on a été, la plupart de nos valeurs sont beaucoup rattachées à ce qu'on a appris dans le basketball, la discipline, la collaboration, à savoir perdre, apprendre à perdre. Je suis d'accord. Tous ces trucs-là, moi, ça vient du sport. Oui. J'ai grandi à Rivière-des-Prairies, grandi à Saint-Michel. Oui. Ça nous a sorti un peu du pétrin que beaucoup de nos confrères, consoeurs ont vécu. Oui. Le basketball est définitivement en effervescence. Oui. On le voit, la NBA, c'est probablement une des ligues sportives qui fait le plus d'argent. Comment qu'on peut favoriser l'axe, parce que c'est un sport qui a de l'air inaccessible, malheureusement. Comment inaccessible? Il manque de terrain, il manque de fond, la direction n'est pas une direction de confiance. On l'a vu avec les polémiques qu'il y a eu avec l'école Saint-Laurent. Daniel de Saint-Laurent, qui était associé à Basketball Québec, que eux, c'est un conseil, les Daniel Grimard de ce monde, et c'est toutes les mêmes personnes qui se supportaient toutes, puis que maintenant on réalise qu'ils ont pas vraiment fait grand chose. Comment que t'es un Haïtien, je t'ai vu supporter le soccer, aller dans des événements de soccer, donc j'imagine le sport, tu vois l'effet que ça a. Comment qu'on peut favoriser ça? Comment qu'on peut... Mais je vais vous prendre l'exemple du basket. Les terrains de basket, c'est au municipal que ça se gère. Les terrains de basket extérieurs. Extérieurs, c'est au municipal. Et si on parle de scolaire, est-ce que c'est municipal aussi? Non, scolaire, non. Scolaire, ça, c'est différent. Là, c'est avec la province, les ligues. Moi, je vous dirais, il faut qu'on soit présent dans les lieux de décision. Tu sais, quelle que soit la nature du défi à relever. Et c'est pas juste d'avoir un représentant. Mais c'est un truc municipal, c'est d'aller dans les conseils d'arrondissement et de le demander. Explique ce que ça veut dire d'être présent. Donc, au niveau, non, c'est comme tu as dit, avoir un représentant, ça c'est sûr, ça il faut, mais aussi, moi puis Caleb, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce que c'est d'aller à des assemblées? Est-ce que c'est, comment qu'on peut avoir un impact dans ces situations-là? Moi, je vais vous donner un exemple. À Rivière-des-Prairies. Ouais. Si quelqu'un un jeune à Rivière-des-Prairies veut faire un sport, il doit faire 1 heure d'autobus, soit vers l'est pour aller Saint-Jean-Vianney ou vers l'ouest, Marie-Victorin. C'est genre Pointe-aux-Trembles ou Montréal-Nord. Parce que il n'y a pas de facilité sportive. Il y a un bâtiment de la ville qui s'est construit à Rivière-des-Prairies il y a quelques années déjà. La ville aurait pu décider de construire des facilités sportives intérieures pour les jeunes. La ville a décidé autrement de faire d'autres types d'installations. Plus pour les aînés. Et ça, je crois que si, comme communauté d'intérêt, si les jeunes étaient dans les conseils d'arrondissement, si nous, on avait un impact, si on exigeait certaines choses,
et si on avait un poids politique, on aurait peut-être, je dis pas, mais on aurait eu peut-être en partie, accès à quelque chose qui rejoigne les jeunes plus. Et donc, ça veut dire quoi? Si c'est des éléments qui touchent la ville, se rendre au conseil d'arrondissement, poser des questions, envoyer. Si on peut pas se rendre, on peut envoyer des questions. Contacter les élus, leur poser, pas attendre qu'il y ait des événements tragiques ou quoi que ce soit, être là et de le faire avec les différents paliers et de pousser des enjeux qui nous intéressent. Et comme je vous dis, il y a 3 courses à la chefferie actuellement à Montréal. Il y en a 2 au municipal à Montréal, Projet Montréal et Ensemble Montréal. Mais ça coûte 5 ou 10 $ pour voter. On va dire 10. À 10 $, tu peux voter. Et tu peux dire oui ou non. Tu peux parler de tes intérêts. Mais tu n'es pas obligé de payer. Ça, c'est si tu veux élire un chef. Mais si tu veux juste pousser et mobiliser, mais tu vas sur le terrain, tu vas voir les administrateurs, les élus, et tu poses. Je vais vous dire, on dit Projet Montréal et la mobilité, la sécurité. Moi, j'ai des membres qui étaient avec moi au conseil de direction, qui l'ont quitté, et qui voulaient plus de sécurité dans Ville-Marie, dans Sainte-Marie, autour des écoles, parce que il y a une pression terrible, parce que pour sortir de Montréal, il y a juste une voie par le tunnel pour sortir de Montréal. Donc, tout le monde cherche des routes alternatives pour quitter l'île et ils se bypassent à travers les rues résidentielles pour prendre le pont. Mais ce membre-là, ce citoyen-là s'est pris en main, s'est engagé et était dans l'arrondissement des pétitions, un mouvement citoyen. Et là, Ville-Marie a mis en place un projet de sécurisation extrêmement important, a coupé des accès de rue, a mis des sens uniques, a mis des dos d'âne pour diminuer la pression automobile. Et ce citoyen-là a réussi à son pari. Et donc, nous, si on veut des terrains de basket à certains endroits, mais il faut, et qu'on sent que quelle que soit l'administration, elle est pas très forte, mais il faut se mobiliser. Parce que de l'autre côté, autant nous, on veut des terrains de basket, il y en a qui en veulent pas de terrain de basket. Il y en a qui ne veulent pas voir certains jeunes. Et moi, et ce que les gens oublient, c'est que si les jeunes n'ont pas de lieu pour socialiser à l'extérieur de leur maison, de leur voiture, d'une station de métro, il faut leur donner de la place. Et si on les force à être dans des 3,5, des 4,5, il faut leur donner. Et si les terrains de basket leur permettent de socialiser, d'être entre eux, faisons-le. Mais je pense qu'il faut faire attention à une chose. Il y a eu quelques années auparavant, on voyait le gouvernement au niveau provincial, le mot se passait où est-ce que c'était beaucoup et on va favoriser les jeunes avec l'activité physique. Peu importe le sport, c'est l'activité physique très important. Puis les commissions scolaires étaient dans la mêlée aussi. C'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. Mais ça, je pense que ça s'est perdu au fil des années. Puis là, maintenant, on n'en parle juste plus. Aujourd'hui, c'est dur pour un jeune autre que dans son école de faire du sport à l'extérieur. Les parcs sont plus aménagés comme qu'ils étaient. Ils sont quand même mieux qu'avant, mais il y a un manque. Quel manque? Un manque d'infrastructures pour faire du sport autre que dans l'école. Oui, il y a du parascolaire dans certaines écoles, mais encore là, il y a toujours un challenge parce que souvent les écoles réservent les plateaux à d'autres, soit pour la ville ou d'autres personnes ou privées qui viennent prendre possession. Donc, c'est de l'argent pour l'école, c'est de l'argent pour la commission scolaire ou peu importe qui gère ça. Donc, le jeune se retrouve restreint à une certaine heure qu'il peut faire du sport, puis après ça, c'est fini.
Ouais. Parce que là, le gymnase est réservé à ailleurs. Puis tantôt, tu parlais d'aller au concert, Oui. d'aller porter une attention justement dans différentes comtés, peu importe à Montréal. Mais le monde se déplace. Que ce soit là, on parle d'enjeux complètement juste pour le sport, mais de la vie de tous les jours, les gens se déplacent. Il y a des changements, là. Il y a des changements, mais pas autant comme, je vais donner un exemple. Oui. Tu sais, lorsqu'on discutait, on parlait au niveau des stationnements à Montréal, à quel point c'est rendu ridicule. Moi, je le sais, mes parents habitent encore à Saint-Michel. Oui. Puis, le monde sont quasiment en train de s'entretuer. Pas de parking de 6 heures à 10 heures et de 6 heures à 11 heures et de 2 heures à 7 heures, on t'a pas le droit de te parquer. Chacun des deux bords du côté de Saint-Michel. Oui. Donc, la personne qui finit de travailler, exemple, à 4 heures, qui arrive chez eux à 4h30, 5 heures. Jusqu'à 6h30 ne peut pas... Jusqu'à 17h, 19h. 18h30, j'ai lu. 19h. 19h, c'est ça? 19h. Sur la pancarte? Je suis sûr et certain à 100%. Ça, j'ai vu 18h30 Non, 19h. OK? OK. Ça, c'est sans compter dans les petites rues, les sens uniques qui sont là avec des pistes cyclables, où est-ce que tu peux pas parquer. Donc, les gens se déplacent, les gens vont aux conférences, se plaignent, les habitants sont pas consultés, Ouais. les prises de décision sont prises quand même. Attends. OK. Alors, j'adore ça. Alors, reculons. C'est-à-dire que on se réveille quand la prise de décision est prise, mais les choses sont annoncées. Donc, on n'est pas réveillé quand les choses sont présentées et sont planifiées. Et donc, les gens se réveillent quand ils le voient devant chez eux, ils disent « Quête, c'est quoi ça? » En gros, là, je vais te dire, nous, on est comme ça. Projet Montréal n'a jamais caché le volet mobilité, le volet de donner que les parcours en autobus soient plus rapides qu'un parcours en voiture. Et donc, si tu as un autobus qui est dans le trafic, tout le monde va dire à quoi ça me sert de prendre l'autobus, c'est pas plus rapide. Et donc, que ce soit à Saint-Michel, que ce soit dans Côte-des-Neiges, sur Queen Mary, on a mis, tu sais, des voies réservées pour les autobus parce que plus on le sait, mais plus ça, la cadence est rapide. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, est-ce que ça fait c'est des vrai que dégâts? parfois on se dit quête, je sais peut-être que j'aurais dû, mais il y a un comité qui a pris la décision, ils ont voté, ils ont dit voici, ça c'est le projet qu'on va faire. OK, mais attends, je suis pas en train de dire que c'est pas des personnes intelligentes avec un gros bon sens, mais je pense faut voir, je sais que c'est pas à la ville de Montréal de créer un stationnement pour la ville. C'est ce que Laurence Lavigne-Lalonde elle dit tout le temps, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Puis avec son exemple de frigidaire, je vais pas ramener ça a été viral, mais bon, je laissais ça. Mais c'est quand même au niveau, c'est quand même à la ville à entretenir un niveau de vie adéquat pour ses citoyens et citoyennes. Oui. Puis en ce moment, la qualité de vie, il descend. Bon, moi, ça dépend toujours sur quelle lunette. Non, on est dans le sport, là, mais... Oui. Ben, on va revenir au sport rapidement, mais c'est pour ça, tu sais, souvent, on se rencontre, on voit le changement quand il est devant chez nous, puis on se pose des questions. Effectivement, c'est pas à la ville à gérer un bien privé, de dire, ton bien privé, voici qu'est-ce que la ville va en faire, parce que là, il se construit des immeubles où il n'y a pas il n'y a pas d'obligation d'avoir des stationnements. Parce que c'était un frein, parce que bâtir une place de stationnement privée lorsqu'on construit, la place va se vendre entre 25 et 50 000 $. Donc, tu peux imaginer pour un promoteur, oui, c'est une source de revenus, mais tu sais, il faut acheter ces terrains-là ou construire en conséquence par rapport à ça. Mais, effectivement, si on prend l'exemple sur Saint-Laurent, est-ce que ça change des habitudes pour certains? Oui. Est-ce que ça aide plus de personnes, c'est-à-dire entre certaines personnes qui ont des difficultés
de vie par rapport, parce que tu peux avoir besoin de ta voiture pour toutes sortes de raisons, et pour toi personnellement, l'âge ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions? Ça a été fait à certains endroits. On a trouvé des solutions dans Saint-Michel pour des résidents, pour changer certaines signalisations pour certaines personnes. Ça a été fait. Des fois, on parle de vignettes. Les vignettes servent aux résidents pour qu'ils puissent trouver, eux, des stationnements versus des gens qui viennent de l'extérieur. Ouais, mais les vignettes, c'est un coût. C'est un coût, mais c'est pour te protéger, de t'assurer d'avoir une place de stationnement dans ton environnement. Quand il n'y a pas de place de stationnement, on s'entend que ta vignette, elle sert à rien. Mais parce que Tantôt, tu as parlé de biens privés. C'est pas à la ville d'entretenir un bien privé, mais la ville fait pour les cyclistes, là, pour déposer ton vélo sur les coins de rue, elle fait des parcs de stationnement pour les vélos. Le 5 mètres, attention. C'est un bien privé, je veux pas, non? Attention. Le 5 mètres, tu n'as pas le droit de te stationner à l'intérieur des 5 mètres. Et donc, utiliser ces 5 mètres-là pour mettre du stationnement à vélo, moi, je crois que ce n'est pas ça ça n'enlève pas de place de stationnement à quiconque. Et au contraire, ça donne 100%. Ça donne une visibilité aux gens lorsqu'ils tournent un coin de rue ou ils doivent traverser un coin. Mm-hmm. Mais quand on se fait dire, quand on va dans des comités puis qu'on se fait dire que c'est pas la ville. Oui. de gérer les biens privés, alors que la ville investit dans les biens privés pour les personnes qui ont des vélos. Attention. Mais tu sais, ça vient contradire. Non, c'est pas ça. C'est la réalité des gens qui se déplacent. Ouais. Non, mais le 5 mètres, mais c'est-à-dire que c'est un endroit. C'est pas le 5 mètres, c'est plus la réponse qu'ils envoient. Ben, en fait, regarde, moi, je vais t'expliquer. Puis, je comprends. On l'a reçu un peu quand on a reçu Charlie Dorismont, oui. Où ce que on a l'impression en tant que population que quand on s'en va dans ces situations-là, où ce que c'est politique, où ce qu'il va y avoir des décisions politiques qui vont se prendre, on est écouté à moitié. On est écouté quand c'est les élections, quand c'est le temps d'aller voter, mais une fois que ces personnes-là sont en place, ça joue beaucoup la défensive. Mais ça défend beaucoup plus que d'expliquer ou même d'écouter qu'est-ce que les gens disent. Mais c'est là où je te dis à quel moment on intervient. Tu sais, je vous ai parlé de course à la chefferie. Mm-hmm. Si il y a des gens qui aiment Ensemble Montréal, moi, ce que je vous dis, prends ta carte d'Ensemble Montréal, puis vas-y, puis va dire ce que tu as envie. Tu veux dire. Et si tu dis, là, le stationnement, il en manque, puis j'en veux, mais vas-y Ensemble Montréal, puis tu sais, puis implique-toi Ensemble Montréal, puis exige-le, là. Mais si tu crois que il faut mieux partager et que, bon, la manière, c'est une chose, mais il faut quand même mieux partager l'espace, ben, à projet, je pense qu'on est parlable. Oui, il y a une ouverture. Mais moi, je vais te dire, moi, quand j'ai vu mes enfants partir de Rosemont pour aller dans Antique, pour aller étudier à vélo sur des endroits sécuritaires, mais moi, j'avais pas de crainte de les laisser partir. Mais je pense que on peut continuer les frais, mais je pense que si, comme communauté, comme gens tout dépendant des quartiers, il y a maintenant des lieux sécuritaires pour faire des transports sécuritaires à vélo et même à pied, ou en fauteuil. Poussons, allons-y, mais utilisons ce moyen parce que. Mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Juste dire qu'on n'est pas contre les vélos. Je sais. Mais les automobilistes mais c'est pas pour tout le monde, tu sais. On prend toujours l'exemple où une personne est née à vélo. Ouais. Mais là, si vous savez la popularité des vélos électriques, là maintenant, il y en a qui vont vous dire, vous savez, les batteries prennent feu, ça se gère. Mais la popularité des vélos électriques pour les aînés, et qu'est-ce qu'un aîné a besoin? Il a besoin d'être actif et de socialiser. Quoi de mieux? C'est ce que je dis. Mais en ce moment, Mais je comprends la frustration. Et on l'a vu, il y a eu, ça s'est mobilisé. Mais quand tu parles d'aller... Mais ça arrive peut-être trop, les gens... Trop souvent. Mais trop vite. C'est-à-dire que peut-être que les gens voient ça arriver trop rapidement. Mais après,
on arrive trop rapidement par rapport à quoi, par rapport à qui. Moi, je peux te dire, j'ai des gens pour qui ça n'arrive pas assez vite. Et qui ne veulent pas prendre leur voiture, qui veulent avoir, tu sais, et c'est les mères les premières qui disent, moi, j'aimerais ça que mon fils puisse prendre le vélo et aller de manière sécuritaire. Mais ça, on le veut pour tout le monde. On le veut pour tout le monde. Mais c'est la cohérence lorsqu'un parti en place prend une décision et qu'on voit qu'elle est... Mais attention. Elle est 80% vélo puis 20% automobile. Non. Mais t'as le provincial qui sont en train de nous inciter à prendre des voitures électriques puis à nous donner des subventions de 12 000 $ pour avoir des véhicules. C'est même véhicule électrique. Ça a déjà diminué. On parle de 1%. On s'entend, mais ces mêmes véhicules-là électriques, là, où est-ce qu'ils vont stationner? Oui. Où est-ce qu'ils vont rouler? Oui. Mais on revient Mais c'est la même chose. C'est la même chose pour le sport. Je m'en viens exactement pour le sport. Parce que, on le dit haut et fort, on a besoin de complexe sportif. Oui. Il a été coach, je suis coach. Oui. Lui a été coach au cégep, moi je suis coach au secondaire. Oui. Puis les infrastructures sont incroyables. Oui, au niveau des écoles, c'est plus provincial, commission scolaire, des différentes commissions scolaires sur l'île de Montréal. Mais, tu sais, avoir un complexe sportif, exemple à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, ou juste dans l'Est, qui est capable de desservir les différents secteurs de Montréal. C'est ce que ça nous prenait. Comment ça se fait qu'encore, puis on le dit souvent haut et fort, peut-être on cogne pas à la bonne porte pour avoir des projets d'une ampleur comme un complexe. Je sais que ça prend plusieurs millions de dollars, du monde qui vont gérer ça, l'entretien. On et est tout, dans les etc. 45 millions, là. D'accord, mais mais veux pas, le monde a besoin de ça. Je le comprends parfaitement. Tu vois, il y a, sur la table à Montréal, il y a 3 ou 4 demandes de complexes sportifs. Un à la Chine, un à Montréal-Nord, entre autres. Il y en avait un, je pense, à Pierrefonds. À Pierrefonds, c'était le projet qui était le mieux ficelé, je crois. Je sais pas si ficelé est le bon terme, mais qui était rendu le plus loin en termes d'analyse, qui a reçu l'ensemble de son financement. Donc, il y aura donc Projet Montréal dans Pierrefonds où on n'est pas présent. Il y aura un centre sportif dans l'Ouest. Dans l'Est, je pense qu'à Pointe-aux-Trembles, il y a eu un investissement pour une mise à niveau d'un centre sportif. Mais effectivement, après, on fait quoi à Montréal? On fait quoi dans les lieux comme Montréal-Nord ou ailleurs? Tu sais, Rivière-des-Prairies, je vous ai parlé du Cap. Tu sais, il faut l'aide des paliers. La ville donne un certain un impact, mais c'est beaucoup. L'argent provient énormément des deux autres paliers. Je pense que si la ville veut vraiment investir, elle peut le trouver, peu importe le 50, 60 ou 100 millions pour faire un complexe sportif. On voit en ce moment là, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des trucs de gangs de rue, puis on entend toutes sortes d'histoires. Oui. Si on est capable de mettre ces jeunes-là dans les complexes sportifs, à faire 2 heures de sport, mais moi je te dirais, mais moi ce que je te déjà dirais, là ça à long terme, c'est sûr qu'on va avoir un changement. Avant d'investir, je te dirais ceci. Non, pas avant. En attendant, l'utilisation de plateaux sportifs dans différentes écoles, que ce soit primaires ou secondaires, ce n'est pas tous les plateaux sportifs des écoles qui sont utilisés. Et souvent, il y a une question de coût par rapport à ça. Et je crois que s'il y a une solution à court terme qui doit être trouvée, ça doit être dans le partage de l'utilisation de ces plateaux-là et de savoir à la fin qui paye la facture d'entretien, qui paye le concierge, qui paye la gestion. Tu sais, des fois, là, c'est bête, là, mais c'est l'école a prévu des économies d'énergie. Tu sais, puis on met la clim, on met le chauffage, puis tout ça, c'est automatisé. Tout à l'heure, c'est fini, bon. Puis là, mais là, il faut changer, tu sais. Et après, qui va venir le samedi nettoyer, qui va venir le dimanche, tu sais. Il y a tout cet élément-là, mais je crois que Montréal est mieux de s'entendre avec le provincial et trouver ce genre de solution-là, beaucoup plus économique et beaucoup plus rapide,
en attendant de construire un complexe qui n'arrivera pas, même si on donnait l'OK, avant 4, 5, 6 ans. Ouais, puis j'aime une des réponses que tu as dit qui est la collaboration avec les écoles, avec le provincial, de quand que le terrain n'est pas utilisé, là, est-ce qu'on peut trouver un projet pour pouvoir remplir ce temps-là avec des subventions venant de soit du privé, d'une partie du privé, d'une part, tu sais, de s'entendre sur le partage des coûts, des responsabilités, parce qu'il y a aussi la notion de responsabilité, d'assurance, et donc, mais la ville va louer à des écoles leur plateau sportif pour donner accès à des associations, à des organismes. On le voit, tu sais, exemple à Saint-Jean-Vianney, c'est exactement ça. Et je pense que la ville a acheté le complexe de Saint-Jean-Vianney pour que ce soit, tu sais, au début, on achetait des heures et des heures, puis à un moment donné, tu achètes pour prendre les pleins pouvoirs et donner accès au jour à l'école, mais même dans le jour, peut-être donner accès à la population. Mais je pense que il faudra tendre vers ça parce que, en plus, les finances de la ville, les revenus de la ville vont diminuer. Donc, les investissements dans des projets importants, il y en aura moins, malheureusement. Et donc la ville aura à se serrer la ceinture et comme le fait également le provincial. Et donc là, il faudra être ingénieux, penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit, pour trouver des solutions qui vont répondre à des besoins pour nos jeunes. Parce que je suis d'accord. Moi, j'ai fait du sport collectif. T'as pas le temps de rester dans, tu sais, entre ta pratique, ton match, ton déplacement, tes études, tu sais, t'es constamment occupé. Et donc, et tu te fais aussi une autre gang d'amis. T'as d'autres influences qui souvent peuvent être plus positives que si tu traînes à minuit dehors quelque part sur un coin. Non, parfait. J'espère que je réponds pas comme un politicien, là. Non. Dis-moi-le. En tout cas, tu donnes ton point de vue. OK. Phew. Tu donnes ton point de vue. OK. T'as défendu tes points. Caleb, il va challenger. Moi, challengez-moi. J'ai aucun problème. Moi, je suis plus dans l'optique, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, Caleb est dans l'optique, pourquoi vous avez fait ça? Puis, et je te tu dirais, réponds très bien aux deux. Et je te dirais, si on va dans on s'implique dans à l'intérieur d'une école, au centre, tu sais, c'est les centres scolaires où ils ont leur comité, et qu'on pousse auprès de la direction générale, comme avec les parents, qu'on s'implique comme parents, puis qu'on demande l'ouverture, puis qu'on fait la même chose à la ville. À la fin, les gens, ils vont trouver une solution, parce que dites-vous, là, si à chaque conseil d'arrondissement, à chaque meeting, les gens revendiquent toujours, regarde, là, les gens vont trouver des solutions. Je te le dis. Les gens vont trouver des solutions. Vas-y avec le troisième point. Le futur de Montréal. Donc, on a eu la pandémie. Oui. Ça a changé complètement terrible. comment qu'on vit. Comment tu vois, en ce moment, Montréal est mort un petit peu. On pourrait dire le centre-ville, pas grand-chose qui se passe. Mais ça veut dire quoi, pas grand-chose qui se passe? Il y a moins de trafic. Quel genre de Trafic humain, où il y a moins de personnes qui travaillent nécessairement dans les bureaux, il y a moins de... Il y a du télétravail, oui. Énormément. Et de là, la chute des revenus et de la valeur commerciale des bâtiments. Donc, c'est quoi le projet pour se réinventer? Parce que il faut faire quelque chose. Mais Montréal, vous étiez où cet été? Avez-vous vu le centre-ville de Montréal cet été? Oui. Ah oui, on l'a vu. Avez-vous vu le nombre d'activités qu'il y a au centre? Moi, j'ai comme l'impression souvent que... C'est pas juste les activités. Moi, je parle du il y a quand même plus de construction que d'activités dans Montréal, dans le centre de Montréal. Mais alors, moi, qui est de la construction, regarde, Montréal arrive à une étape, et voici ce que je dis. Montréal s'est bâti dans les années 60-70 avec du béton partout. À l'intérieur de l'île pour rejoindre l'île. Les meilleurs exemples. Pont Champlain Pont Jacques-Cartier
qu'on a remis sur place. Pont Champlain qu'on a refait. Il y a eu le pont de la Concorde qui est tombé, qu'on a refait. Il y a le stade olympique qu'on est en train de refaire. Le tunnel. On refait le tunnel. L'échangeur Turco. Tout ce qui est béton est en train d'être refait parce qu'il arrive à la fin de sa vie utile. Les aqueducs. On est en train d'enlever des aqueducs de briques en bois. Excuse-moi, je t'arrête, mais là, ça, les aqueducs, ça a été une mauvaise gérance de la ville au fil des années. Oui, mais là, c'est tout en train de nous péter. Mais oui, mais ce qui arrive, c'est que il y a quelques années, dans les années fin 70-80, on a mis des aqueducs, on a fait des aqueducs de moins bonne qualité qu'il y a 100 ans. Donc là, on répare des aqueducs d'il y a 100 ans, c'est normal. Mais on est aussi en train de réparer des aqueducs d'il y a 50 ans qu'on pensait qu'elle allait durer encore un autre 50 ans. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est juste les aqueducs. Mais ça, c'est la faute à qui? Ça, c'est la faute où on n'aime pas ça, l'entretien. Je vais être honnête, là. Entretenir, là, c'est toujours plus facile de couper le cordon pour un nouveau bâtiment, pour quelque chose de neuf. Est-ce que je vais couper le cordon pour avoir remplacé une conduite d'égout? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un? Une nouvelle conduite d'égout? Peut-être pas. Mais ce que je peux dire, c'est que le nombre d'incidents, de fuites d'aqueducs où je vais juste vous donner les proportions, mais disons qu'on en avait une centaine, 50 par X. Mais on a diminué ça, je pense, à 20, 15 ou 20. Tu sais, il faut juste regarder les proportions. Pour augmenter ça, là. Mais la diminution de fuite à l'intérieur du réseau d'aqueduc, c'est moins d'argent qu'on a à mettre pour la qualité de l'eau, parce que l'eau qui a été traitée, plus d'eau traitée se rend là où elle doit être au lieu de se rendre au sol. Et moins qu'il y a d'incidents, plus on est sûr que tous les Montréalais ont de l'eau. Alors, le meilleur exemple, il y a eu un cratère, un geyser au centre-ville qui a bloqué une canalisation extrêmement importante. Il y a eu au cours des dernières années, et ça avait commencé quand même avec l'administration précédente, je dois le dire, mais on a continué massivement des investissements qui sont passés de 200 millions à presque 1 milliard maintenant pour s'assurer de la qualité des aqueducs. Et si ça n'avait pas été fait, l'Est de Montréal n'aurait pas eu d'eau pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé à Calgary. Ils ont une conduite d'eau principale qui s'est fissurée. Pendant des semaines, des gens n'ont pas eu d'eau. Soit des filets ou très peu d'eau ou pas d'eau du tout. Ça a été évité à Montréal par les investissements. Mais après, oui. Est-ce qu'on peut mieux coordonner? Oui, on pourrait mieux coordonner. Mais je vais vous donner un exemple. Les stations de métro. Il faut toutes les imperméabiliser. Excusez-moi, le terme, ça glisse. Mais il faut les protéger de l'eau. Toutes. Ça a toutes 50 ans. Et donc, vous pouvez imaginer la station Berry où on a fait juste un petit bout. Là, on sera obligé de bloquer une partie de Saint-Hubert, une partie de Maisonneuve, une partie de Sainte-Catherine pour imperméabiliser l'ensemble de la station pour pas que l'eau s'infiltre et fasse des arrêts de service. Et donc, à Montréal, on est limité au niveau de l'entretien. L'entretien du métro se fait 4 heures par jour. Et ça se fait de nuit, quand il faudrait passer beaucoup plus de temps. Donc, tout est difficile. Et on arrive à un moment où il y en a qui ont profité, qui ont bâti les installations en béton. Il y en a qui les ont utilisées. Moi, jeune, je les ai utilisées. Et là, on arrive à une génération qui doit les remplacer, les entretenir, etc. On arrive là, malheureusement. Est-ce qu'on en a pour encore quelque temps? Oui. Métropolitaine, là, on attend la fin
du remplacement que le tunnel soit finisse pour commencer soit fini. Ouais. Donc, on a commencé. J'ai hâte de voir On a commencé par Turcot. Une fois que Turcot a été terminé, Pont-Champlain. Pont-Champlain terminé, tunnel. Une fois le tunnel terminé, ça va être la métropolitaine. Et pendant qu'on fait la métropolitaine, il y aura les stations de métro. Là, ça a pris 40 ans pour prolonger la ligne bleue. 40 ans. René Lévesque était vivant. Et les gens, j'en suis sûr, je peux dire René Lévesque, les gens ne savent pas de qui je parle. Ancien premier ministre, premier ministre du Parti québécois. Donc, tout ça pour dire que des travaux, il va en avoir. Est-ce qu'on peut mieux les coordonner? Oui. Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus pour mieux les coordonner? Oui. Est-ce que c'est frustrant? Grandement. Est-ce que c'est frustrant pour moi? Oui. Mais est-ce que je sais quand je vais au centre-ville, dans quel contexte je vais au centre-ville? Oui. Donc, c'est sûr que si je prends ma voiture, je me dis, je vais me stationner devant, là, je vais y aller. C'est sûr que j'aurais peut-être, ça ne marchera pas. Mais des stationnements pour pouvoir étager ou souterrain, ça va. Mais c'est quand on veut absolument trouver une place tout près et qu'on veut pas trop marcher, là, les frustrations peuvent arriver. Bon, on a augmenté aussi le temps des parcomètres. Fait que ça, c'est différent. Souvent, c'est pas juste une qu'est-ce qui arrivait, c'est que souvent, les employés viennent dans ces stationnements-là, et après, ce sont les citoyens qui tournent pour trouver une place. Ouais. Mais Fait bon. que je pense que ça nous dit bien que il va falloir retourner pour voter en 2025. Ah oui! Prendre le meilleur choix possible. Pas juste voter. Il va falloir aller les écouter. Il va falloir les partager. Oui. Faire le meilleur vote possible pour avoir de meilleures conditions pour nous, les citoyens et citoyennes. Oui. Parce que les prochaines années risquent d'être très chaudes si on prend les ça va être, décisions. Oui, on est Donc, d'accord. on va terminer avec le dernier point. On termine toujours avec un petit jeu. Aïe, aïe, aïe. Fait que 10 aux dates. Fait qu'on te donne deux choix. OK. Et tu dis celui-là que tu préfères, celui-là que tu Vas-y, veux allez-y. ou autre. Tu veux commencer? Ouais, Let's je commence. the game On va begin. commencer peut-être à essayer de voir un petit peu tes goûts en Vas-y. tant que film, acteur. OK. Denzel ou Samuel L. Jackson? Denzel. OK. Elon Musk ou Jeff Bezos? Jeff. OK. Parti politique un peu, côté point de vue politique. Non, c'est pas vrai. Non, on va aller... restaurant chic ou pique-nique en date? En date? Qu'est-ce que Monsieur Bernier ferait? Ah, Comment qu'on emmène sérieusement? Madame Bernier au... Non, sérieusement. Restaurant chic, tu Ou sais, pique-nique. c'est toujours agréable. Mais un pique-nique, là, c'est relax, là. Un tu sais. pique-nique où à Montréal? Tu vas pour tes pique-niques? Non, mais il n'y a rien de tel que n'importe quel, tu sais, un parc, tu sais, du moment qu'on est dehors et qu'il fait beau, tu sais, c'est fantastique. OK. Politique. Trudeau père ou Trudeau fils? Hey, Trudeau père ou Trudeau fils? Yay! Pour mes parents, donc pour moi, c'est-à-dire mes parents ont eu leur papier sous Trudeau père. Et donc, mes parents sont venus comme touristes, ils sont restés et donc je dois dire pour ça Trudeau père. OK. Vas-y, Galeb. Ouais. OK. Bell ou Vidéotron? J'ai travaillé pour les deux compagnies. J'ai travaillé pour les deux compagnies. Mais je dois dire pour le côté ownership québécois, Pierre-Carl Pellado comme président, avec toute sa personnalité, Vidéotron. Vidéotron. Okay. Samsung ou iPhone? J'ai mordu à la part à iPhone. T'as mordu à la pomme. T'as mordu à la pomme. J'ai croqué la pomme. T'as mordu à la pomme. Oui, j'ai mordu à la pomme. OK.
Trump ou Poutine? Ah! Trump ou Poutine? Trump ou Poutine? Yeah, man! C'est quoi ça? Trump ou Poutine? Je dois dire Trump. Trump? OK. OK, parfait. Riz collé à poule, piclés, sauce oignon Oui. ou une poutine, fromage en grains, une Non, bonne riz, sauce. non. Non. Bon, c'est dans Fallait que je vende les deux de la même manière. Non. OK. Tivès ou Karimi? Karimi. Karimi. Dernier, Wyclef, musical, juste musical. Ouais. Wyclef ou Sweet Mickey? Wyclef. Wyclef. All right. Good. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de mauvaise Mais réponse. en On tout apprend cas- à connaître Ah ouais. Guidwick Bernier. Ouais. Exact. Avec des Mais petites en tout cas, questions c'est cocasses. C'est Et fini. on, En tout cas, je dois on vous le dire- wrap it up parce que on pourrait parler pendant des Oui, heures. oui. Pendant des Puis, heures et des heures. on a essayé cette formule-là de parler pendant des heures Ouais, et des ça heures. marche pas. Ça marche pas beaucoup. Exact. Mais moi, sur quoi je voudrais terminer, c'est de dire aux gens des fois, les gens attendent qu'on soit qu'il y ait d'autres personnes qui nous ressemblent dans une entreprise, dans un CA, dans un comité, dans un lieu. Ils ne veulent pas être seuls. Ça, je l'entends souvent. Je veux pas être tout seul. Moi, je vous dis, oubliez ça. Moi, quand j'ai commencé, je me sentais seul. Oui, je connaissais Marie Serlin, mais j'ai poussé la machine. Je suis sur le conseil d'administration du centre d'écologie urbaine. J'ai pas attendu qu'on m'appelle. Je rentre, j'y vais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce que je dis aux gens, allez-y, allez dans les lieux de pouvoir qui vous intéressent. Oui, c'est beau de s'impliquer dans nos communautés. Tu sais, on se sent à l'aise. Prenez l'expérience là, mais allez dans les lieux qui vous intéressent. Si le basket vous intéresse, allez à Basketball Québec. Rentrez dans la machine et faites changer les choses. Et ça, faites-le partout. Vous avez entendu, guys? Très beau message. Faut s'impliquer. Ouais. Donc, merci encore pour cette visite-là. Merci à Puis, vous de l'invitation. hey, Cheers. santé. Cheers, santé. À la prochaine. Santé, ben oui. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.